Nous sommes dans le nord-est de l'Allemagne, en Lusace, la région qui abrite la plus grande population de loups du pays. Le grand prédateur est de retour ici depuis une bonne vingtaine d'années et les écologistes s'en félicitent. Mais parmi les éleveurs, il crée de vives tensions. Il faut dire que la cohabitation ne va pas toujours de soi. Léa est biologiste. Sa spécialité, l'étude des territoires des loups. À ses côtés, sa chienne, Molly, est formée à détecter les loups à l'odeur. Elles sont actuellement sur leurs traces. Un jeu de piste qui réserve chaque jour son lot de surprises. Avec Molly, sa chienne labrador, Léa cherche des traces visibles, tandis que son adjointe à la truffe digne d'un parfumeur est en charge du terrain olfactif. Quand Molly s'assoit, c'est qu'elle a repéré la présence d'excréments de loup. Super! Molly a été dressée à détecter et marquer les déjections de canidés. Ces indices, combinés à d'autres paramètres comme les poils, les empreintes et les pièges photographiques, permettent à Léa de suivre la population de loups du secteur. Grâce au monitoring, on a découvert que les loups empruntent de préférence les chemins pour courir. C'est donc sur ces voies dégagées qu'ils déposent leurs crottes et leurs urines, pour marquer leur territoire. Certains endroits, comme les intersections et croisements, sont pour eux des lieux stratégiques, car l'odeur de leurs crottes, très présente, est détectée par les loups de passage. Je passe en revue toutes les intersections. Molly fait le travail sans que j'ai besoin de le lui demander. La Lusace s'étend en grande partie au sud du Land du Brandebourg, le long de la frontière polonaise. On y dénombre une trentaine de meutes de loups qui se partagent des territoires bien délimités. Les déjections collectées sur les chemins constituent une mine d'informations sur les loups. Elles permettent notamment de cartographier leur territoire, de déterminer leur régime alimentaire et enfin d'établir les liens de parenté grâce à l'analyse de leur matériel génétique. Les loups vivent en meute. Leurs cellules familiales regroupent les parents, les louveteaux et les jeunes loups issus de la portée de l'année précédente. Tant que les loups sont petits, la meute les garde sous son aile. À l'âge de 2 ans, les juvéniles quittent le giron familial pour fonder leur propre famille. Dans la petite localité de Kobersheim, un loup a été repéré. Rainer Fermann est inquiet depuis qu'il a vu des traces suspectes autour de son enclos à brebis. Cet éleveur se demande si un loup ne rôderait pas dans le coin en quête d'une proie facile. Gabriel Widmer, missionné par le Land pour une expertise, fait un relevé des empreintes. On le voit très bien ici. Il y a toujours une seule empreinte. Il marche sur ses propres traces à chaque fois. L'ensemble des traces forme une sorte de trot rectiligne, où les pattes postérieures viennent se loger exactement dans les empreintes des pattes antérieures. Le loup voyage loin et ménage sa monture. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas abattre des bêtes isolées. Ça prend de telles proportions ici. Dans la région, on est littéralement cerné par des meutes de loups. Dans ce parc municipal non loin de Leipzig, un groupe de femmes biologistes se retrouve régulièrement. Certaines travaillent déjà avec des chiens renifleurs, d'autres viennent former leur animal. Aujourd'hui, Léa et Molly sont aussi de la partie. À travers toute l'Allemagne, les propriétaires de chiens renifleurs sont membres de l'association Wildlife Detection Dogs. Ces rencontres régionales sont l'occasion de partager et d'échanger, notamment sur les méthodes d'entraînement. Annegret Grimm-Seifert
pilote entre autres un projet sur l'utilisation des chiens renifleurs pour la protection des espèces menacées. Ramona Boyd et sa petite Lizzie, un border collie, sont les premières à entrer en piste. Le tandem est principalement à la recherche de chauves-souris tuées lors de collisions avec les pales des éoliennes. Annegret dissimule la chauve-souris cible que Lizzie va devoir débusquer. On fait déjà des interventions ponctuelles dans le cadre de la recherche des chauves-souris. On se lance maintenant dans la recherche de colonies. On avance pas à pas. Le but de ces recherches est d'établir combien de chauves-souris et d'oiseaux ont été tués par les éoliennes. Les résultats de ces enquêtes pourraient avoir un impact sur les autorisations délivrées pour la construction de parcs éoliens. J'ai eu l'impression qu'elle avait senti quelque chose avant d'en perdre la trace. Après, elle a un peu couru là-bas derrière, avant de ralentir la cadence. C'est sûrement le vent qui a transporté cette odeur. Tu peux carrément intervenir sur de plus vastes surfaces maintenant. Oui, c'est sûr. C'est au tour de Yuro de se lancer. Ce chien finnois de Laponie est l'auxiliaire à 4 pattes de Nora Haak. Âgé de quelques mois à peine, il fait aujourd'hui ses premiers pas de chien renifleur. Tu t'accroupis, tu lui mets les boîtes sous le nez, et dès que tu vois qu'il les renifle, tu lui manifestes ta satisfaction en lui donnant une petite friandise. À la 5e fois, tu peux lui donner un jouet. Très bien, on y va. C'est bien, tu es un bon chien. Parfait, je lui montre encore une fois. Yuro, j'ai quoi ici? Regarde, c'est quoi? Formidable, c'est bien. À l'université de Leipzig, Nora mène une recherche sur les coléoptères. Son sujet? Pourquoi certaines espèces prolifèrent alors que d'autres sont menacées d'extinction. L'idée, c'est de lui apprendre à nous signaler la présence de larves de scarabées dans le bois mort. Il y a notamment les piques prunes. Ce sont les scarabées dont les larves se nichent dans le bois mort. Pour en extraire les larves, il faudrait le décortiquer, mais ce faisant, on détruirait un habitat. Voilà un cas de figure qui se prête parfaitement à l'intervention des chiens. Il leur suffit de se placer devant l'arbre, de le renifler pour détecter, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, Léa discute avec Annegret des différentes méthodes de signalement. Il faudrait qu'elle aboie doucement, c'est le signal convenu entre nous. Ok. Mais en général, elle n'aime pas tellement aboyer. Et juste s'arrêter? C'est ce qu'elle fait tout le temps, mais elle me regarde d'un air interrogateur. Alors quand elle s'arrête, je ne sais jamais si elle veut me demander quelque chose ou si elle a trouvé quelque chose. Mon chien ne s'arrête jamais de lui-même. Chacun son genre, on dirait. Retour à Kobersheim. De toute évidence, le loup est toujours dans les parages et il a frappé fort dans la nuit. Je dirais qu'il était autour de 9h30. En raccompagnant des invités, ma femme a vu qu'il y avait un mouton isolé. Les autres étaient regroupés plus loin. J'ai compris en le découvrant qu'il y avait une histoire de loup derrière. L'animal a été blessé. Et ce qui compte à présent, c'est de savoir pourquoi il est mort. Peu nous importe de savoir par qui il a été dévoré. Nous voulons des preuves que c'est le loup qui l'a tué. Pour cela, on a besoin de relever la présence d'échymoses, c'est-à-dire de saignements sous-cutanés, comme on fait pour l'homme. Pour les détecter, on soulève la couverture, comme disent les chasseurs. C'est ce que je suis en train de faire. Voici les saignements en question, et là une perforation. Comme je disais, ces échymoses ne peuvent apparaître que quand l'animal est encore vivant. Le sang ne s'écoulerait pas dans les tissus sinon. C'est vraiment dommage des choses pareilles. Il y a déjà eu des morsures de loup la semaine dernière à Schildau. Je voulais aller chercher un bouc la semaine dernière et Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Rainer ne sera pas indemnisé pour la perte subie. Pour être couvert, il aurait fallu qu'il protège beaucoup mieux son bétail des attaques de loups. Entre-temps, le Land de Saxe a décidé de subventionner intégralement les enclos électrifiés. Sprewitz, un petit village de Saxe de 300 habitants, cerné par la population des loups de la Lusace.
Léa et Molly se rendent dans les locaux de Lupus, l'Institut pour la surveillance et la recherche sur les loups en Allemagne. Des empreintes aux résultats des séances d'observation, en passant par les attaques sur le bétail, toutes les informations concernant les loups sont répertoriées et analysées dans cet institut. Cette vaste base de données permet aux chercheurs de se forger une image de la population actuelle des loups dans l'est de l'Allemagne. J'ai l'impression que c'est une jeune femelle. Reviens au début pour voir si elle est là. Difficile de dire quel âge elle a. Elle n'est pas répertoriée. On sait juste que c'est un loup. Le service forestier vient de nous signaler un loup trouvé mort et on va étudier ce cas de plus près. En l'occurrence, on n'est pas complètement sûr qu'il s'agisse bien d'un loup. La photo que nous avons ne nous permet pas de trancher. Il pourrait très bien s'agir d'un blaireau. On a retrouvé l'animal dans un bassin. Il s'est probablement noyé, mais impossible de l'affirmer à ce stade. Je vais contacter les gens, localiser l'endroit où l'incident s'est produit et vérifier qu'on a bien affaire à un loup. Quand l'eau des flaques s'infiltre dans les sols sableux de la Lusace et que les rares sources d'eau de la région se tarissent, la faune sauvage cherche à se désaltérer dans des bassins artificiels, qui s'avèrent souvent être des pièges mortels. Tout particulièrement en automne, quand les jeunes adultes se dispersent et où la meute redevient plus mobile après les mois passés à élever sa progéniture. Léa a demandé à Lennart Pilz de l'aider. Le cinéaste animalier n'hésite pas à donner un coup de main pour le monitoring des loups. Pour les besoins de son film, il suit la meute de ce territoire depuis un certain temps déjà. Cette année, la famille s'est agrandie. Se pourrait-il que l'animal noyé soit un des louveteaux de la nouvelle portée? C'est un blaireau, tu ne crois pas? Ce n'est pas un blaireau. Non, ce n'en est pas un. En tout cas, c'est un jeune. Ça t'ennuierait de le tenir comme ça? Pour qu'on voit bien son front. On voit bien que le grillage est troué un peu partout. Les animaux viennent boire ici, mais les bords du bassin sont si glissants qu'ils n'arrivent pas à en ressortir sans aide. C'est dommage. Il faudrait une clôture en bon état pour éviter ce genre d'accident. Il faut dire que le matériel date et qu'il n'est pas bien entretenu. L'analyse génétique en dira plus. Nous pensons que le loup est du secteur. En tout cas, c'est un louveteau. Et probablement celui qui était très malade, comme on peut le voir. Si petits ont vu le jour dans la meute établie sur ce territoire. On sait que les louveteaux résistent moins bien que les adultes aux maladies, aux intempéries et au manque de nourriture. La première année, leur taux de mortalité est d'ailleurs particulièrement élevé. Nous menons l'enquête en Saxe et dans certains coins du Brandebourg à chaque signalement. En général, il y a peu de loups morts. On s'occupe plutôt de données plus banales. Mais il y a effectivement des accidents mortels qui sont surtout dus à la circulation. Les noyades sont plutôt rares, mais quoi qu'il en soit, on intervient sur le champ. Ce serait terrible s'il arrivait quelque chose à Molly. Elle intervient dans le cadre du travail. C'est mon adjointe, pour ainsi dire. Elle est précieuse. Dans le jardin de l'Institut, les experts observent l'animal à la loupe. Tout est passé au crible. Son poids, son âge, son ADN, ainsi que ses liens de filiation, autant de pièces qui s'ajoutent au puzzle que constitue la base de données des chercheurs. Le loup est une espèce strictement protégée. Pour établir que celui-ci n'a pas été tué par l'homme, il faut fournir des preuves. En effet, parmi les 25 qui sont retrouvés morts en Allemagne chaque année, 1 sur 10 a été empoisonné ou abattu.
Toutes ces mesures sont importantes d'un point de vue scientifique. C'est grâce à la taille des dents et du crâne qu'on peut déterminer l'âge de l'animal. À la longue, on arrive à rassembler une belle base de données. On ne peut pas exclure que le loup a été tué illégalement. C'est pour ça qu'on fait un relevé très méticuleux de toutes les mesures et que l'animal fait l'objet d'une autopsie. Si cette hypothèse se vérifie, c'est encore plus important d'avoir toutes les données sous la main. Dans le cas présent, tout concorde pour conclure à une noyade. Lennart décide sans tarder d'aller observer la meute. Il veut s'assurer que les 5 autres louveteaux sont en bonne santé. Je suis souvent venu me balader à vélo par ici quand j'étais petit. Et quand on tombait sur des empreintes de loup, on était aux anges naturellement. Chaque fois, on se demandait si c'était un loup ou pas, s'il y en avait plusieurs, ou si c'était un individu isolé. Jusqu'au jour où on a compris qu'on avait affaire à une famille entière. C'est de là que tout est parti tout doucement. L'idée de filmer ou de faire des photos. Au départ, les loups n'étaient qu'un loisir en marge de son travail de cuisinier. Il a aujourd'hui raccroché son tablier et passe le plus clair de son temps dans une tente de camouflage. Lennart connaît bien les passages des loups. Il installe sa tente à un endroit stratégique, un chemin où il passe fréquemment. Il a toutes les chances d'en apercevoir en début de soirée. C'est à ce moment que les animaux sont plus actifs et sortent de l'ombre pour aller chasser. Il faut d'abord voir l'ensemble de la meute. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. À part ça, ils sont très craintifs et il faut s'armer d'une bonne dose de patience et veiller à une multitude de petites choses, surtout quand on veut observer les plus âgés en toute tranquillité. C'est mon objectif pour ce soir. Et j'espère que la chance sera avec moi. De leur côté, Léa et Molly essaient, elles aussi, de pister la meute. Léa espère découvrir des déjections récentes, indice précieux pour savoir dans quelle zone les loups évoluent actuellement, et par la même occasion, retrouver leurs petits. Elle est d'ailleurs en bonne voie, car elle a déjà identifié des traces des proies de prédilection des loups. Là, c'est un sanglier qu'on identifie grâce aux ergots. Les contours sont très nets ici. Et si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y en avait plusieurs. 1, 2, 3, 4. Il y en avait au moins 6. Allez, viens. Cherche. D'après l'analyse des échantillons d'excréments recueillis par Léa et ses collègues, les sangliers, les chevreuils et les cerfs constituent 95% de l'alimentation des loups. Le bétail et les brebis en représentent à peine 1%. Léa est à la recherche des preuves visibles de la présence du loup, comme les empreintes ou les poils. En vain. Tous ses espoirs reposent à présent sur Molly et son flair. La muqueuse nasale humaine compte environ 5 millions de neurones olfactifs contre 300 millions pour le chien. Ainsi, le nez du chien perçoit des odeurs à des kilomètres à la ronde, même si elles datent de plusieurs jours. Tu as vu? Une nouvelle crotte. C'est bien, même si elle date de quelques jours. C'est caractéristique de la digestion chez les loups, ces soies de porc. Les porcs sont parmi les proies favorites du loup. Ces poils ne sont pas faciles à digérer, alors ils réapparaissent tels quels dans les selles. Aucun autre animal ne dépose de selles aussi volumineuses avec des poils. C'est typique du loup, et Molly vient de me le confirmer. Le flair de Molly est décidément infaillible. Malheureusement, cette pièce à conviction date de plusieurs jours. Et l'on sait que les loups sont capables de parcourir de longues distances.
plus de chance, car les loups sont effectivement à l'endroit précis où ils les attendaient. Une louve adulte solitaire arpente le territoire. C'est dans ce petit hameau de cabanes situé sur l'Ache-Pré que Carsten Nitsch, un photographe, a réalisé son rêve de vivre en pleine nature. Depuis toujours, c'est un fervent défenseur des loups. Il faut bien se dire que le loup a le droit de vivre au même titre que nous et que toutes les autres espèces. Et il apporte quelque chose de positif à la région. Personnellement, j'en vis, pas seulement du loup, mais je suis guide naturaliste. Pour moi, le loup appartient au règne animal, et je m'efforce de le faire comprendre aux gens. En fait, quand on ne cherche pas à le voir, il est plutôt rare de tomber nez à nez avec lui, et on ne perçoit pas grand-chose de sa présence. C'est peut-être une autre affaire pour les agriculteurs et les éleveurs, à qui il arrive de croiser des loups de temps en temps. Ils ont quelques dispositions à prendre. Mais quand on respecte certaines précautions, normalement, il n'y a aucun problème. On peut coexister avec eux. Avec Lennert et Carsten, Léa a organisé une rencontre au sommet. Bonjour. Bonjour. Allez, moi aussi je fais comme ça. Hey. Bonjour, toi. Dich muss ich auch begrüßen. Salut. Léa espère obtenir plus d'informations sur l'endroit où se trouve la famille loup. Tous les matins, je nage ici. Et il faut que je plonge 3 fois la tête sous l'eau avant de me sentir vraiment bien. J'ai même l'impression de nager en eau claire. Léa veut surtout savoir s'il a déjà vu les marques des territoires des différentes meutes. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'à certains endroits bien précis, on trouve plus d'excréments de loups. C'est un signe qu'ils délimitent bien les territoires et qu'ils assoient leur position les uns par rapport aux autres. Dans ses archives, Lennert a trouvé des extraits de films d'un louveteau malade. Peut-être s'agit-il du louveteau retrouvé noyé? Son ventre est énorme. Ils ont un ventre comme celui-là quand ils sont jeunes à cause des vers, mais là, il a un ventre comme une barrique. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça avant. Ce qui était frappant chez lui, c'est qu'il se baladait toujours en solitaire. Je ne l'ai jamais vu avec d'autres louveteaux de sa famille. Ils le sentent quand un individu est malade. Les canidés sont capables de détecter la maladie à l'odeur. Je propose qu'on aille tous les 3 sur place. Je vais te montrer d'où je les ai observés. Et après, on ira à leur recherche avec Molly. D'accord. L'observation de Lennert pourrait bien enfin mettre Léa et Molly sur la piste des louveteaux. Avec Anima, Stefan Kache est lui aussi constamment sur la trace des loups. Le flair de sa chienne doit être entraîné sans relâche. Nous sommes à la recherche de ce qui a une odeur de cadavre, une odeur qui est toujours contenue là-dedans. Anima est un berger belge malinois femelle. Cette race très endurante et à l'odorat particulièrement développé est souvent utilisée comme chien policier détecteur de stupéfiants et d'explosifs ou pour la recherche de personnes disparues. Ça, c'est bien, mon chien, vraiment bien. Cette fois-ci, elle a anticipé et ça mérite bien un compliment. Il faut veiller à ce qu'elle enregistre bien ce qu'on lui apprend. Mais là, tout de suite, c'est le bâton qu'elle veut. C'était l'échantillon en question. Cette petite boule avec des poils dedans, on dirait que ça lui a parlé. Son flair devrait permettre à Stefan de débusquer des cadavres de loups dans la forêt, ce qui permettrait d'en savoir davantage sur les causes de leur décès.
Anima n'est pas difficile à motiver. Un bâton fait très bien l'affaire pour la récompenser. Elle se contente d'un rien. Si on lui donnait le choix entre de la nourriture et le bâton, c'est le bâton qu'elle prendrait. Des guides naturalistes se sont retrouvés chez Karsten. Pour eux, il est primordial de soutenir la présence du loup. La Lusace est une escale incontournable pour les touristes amateurs de loups. Même si certains habitants redoutent et rejettent farouchement les canidés, force est de constater que le tourisme régional profite largement de la fascination que le prédateur exerce sur les populations. S'il est vrai que loups et chiens présentent de grandes similarités, former les derniers à débusquer leurs cousins est un défi de taille. Car en général, les chiens ont peur des loups. C'était d'ailleurs le cas de Molly. C'est assez caractéristique des chiens d'avoir peur des loups. Au début, Molly se tenait carrément à 3 ou 4 mètres en retrait. La proximité d'un loup la mettait dans un état de grand stress. J'ai fait de mon mieux pour la mettre en confiance et les féliciter quand elle se rapprochait. Mais c'est l'odeur qui la retenait. Même quand ce n'était que des louveteaux, elle était stressée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle avait peur, mais elle était impressionnée en tout cas. Aujourd'hui, Molly doit se familiariser avec l'odeur d'une espèce qui lui est jusque-là complètement inconnue. Un ingénieur forestier a contacté Léa. Il voudrait mettre son expertise et la truffe de Molly à l'épreuve. Et c'est de lynx qu'il s'agit. Le Harz, le massif de montagne le plus septentrional d'Allemagne. Il abrite l'un des plus grands parcs nationaux du pays. Léa est ici en terrain connu. Elle a déjà travaillé ici quand elle était étudiante. Hello Léa. Salut. Elle aussi peut rentrer? Salut Molly. Tu es venue toi aussi? Tu peux entrer, viens. Ole Anders est en charge du projet sur les lynx dans le parc national, dans lequel la recherche d'excréments a aussi son importance. C'est à ce titre que le flair de Molly va être sollicité. Ça lui fait quel âge déjà? 13 ans. C'est une vieille dame. Tu prends toujours ta chienne avec toi quand tu sors? Malou est généralement la première à trouver les carcasses. Son flair est d'une aide précieuse. Mais de là à lui faire confiance pour indiquer la présence d'excréments et en trouver, ou plutôt conclure qu'il n'y a rien juste parce qu'elle n'a rien trouvé, là j'ai quand même un doute. Je connais bien le problème. Par ailleurs, avec elle, aussitôt trouvé, aussitôt mangé. Il faut bondir comme un chat pour s'interposer. C'est sportif, je vois. Elle peut être motivée pour chercher quelque chose, mais si on n'est pas assez réactif, c'est peine perdue. Malou n'étant pas encore assez aguerri, ce sont Molly et sa maîtresse qui sont mises à contribution. Le dernier lynx boréal du parc a été abattu il y a plus de 200 ans. Ce n'est qu'en 1999 que sa réintroduction a été lancée. 24 lynx ont regagné peu à peu leur territoire. Le Harz et ses environs abritent aujourd'hui 90 de ces félins, la plus grande concentration de lynx dans toute l'Allemagne. La réintroduction de l'espèce doit cependant faire l'objet d'un suivi et d'un accompagnement scientifique. La diversité génétique des individus est-elle suffisante? Quelles sont les maladies et parasites qui affectent les lynx? Léa et Ole se dirigent vers l'enclos des lynx dans l'espoir d'y trouver des déjections encore fraîches. Il s'agit en l'occurrence d'entraîner Molly à identifier l'odeur. Une fois les lynx enfermés, la collecte peut commencer.
Vous connaissez mon activité de prédilection, non? C'est généralement ici qu'ils viennent pour déféquer. Il peut arriver que ce soit ailleurs, mais comment savoir quand on a un enclos qui fait 1 hectare? La collecte est concluante et Léa a assez de matériel pour entraîner Molly à la maison. Retour en Lusace. Avant d'attaquer la séance d'entraînement, Molly a droit à un peu de détente. Sa concentration n'en sera que meilleure. C'est dans ces moments qu'on apprend à connaître son chien et à interpréter son langage corporel. Molly est très précise de ce point de vue-là. D'autres chiens le sont tout autant, bien sûr. Le fait d'être attentif aux réactions de son chien renforce l'intérêt qu'on lui porte. Et cette sensibilité ne se cantonne pas au moment où on travaille ensemble. Elle s'applique à toutes les situations de la vie. On note des choses qui nous échapperaient peut-être sinon. Quand Molly a soif, par exemple, elle se plante devant moi. Le plus souvent, j'arrive à anticiper ses besoins sans savoir vraiment ce qu'elle cherche à exprimer. Après l'effort, le réconfort. Et pour Molly, la règle d'or est que même le petit déjeuner, ça se mérite. Le collier signifie pour elle que nous allons nous mettre au travail. Il n'y a pas d'entrée en matière particulière, mais ça lui indique qu'il va falloir chercher et trouver. L'odeur des excréments de lynx est inédite pour Molly. Comment va-t-elle réagir? Allez, cherche. Molly doit aboyer, mais très doucement, c'est le signal convenu. En aboyant faiblement, elle me signale qu'elle a trouvé des excréments de lynx. Elle a compris en un rien de temps ce que je voulais d'elle et a déjà répondu à mes attentes. C'est différent d'un chien à l'autre. On voit que l'habitude est intégrée quand le chien aboie sans hésiter. Pour l'instant, elle teste encore différentes choses, mais à un moment donné, elle finira par adopter le bon comportement. Là, je pourrais passer à l'étape suivante. On verra bien combien de temps ça prend. On ne peut pas le savoir à l'avance. Changement de décor. Annegret est en route avec sa chienne Zami dans une forêt des environs de Leipzig, à la recherche de tritons. Dans l'un de ses projets de recherche, elle étudie l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Les espèces comme le triton crété et le triton crété du Danube sont particulièrement touchées. Au printemps, ces salamandres cherchent des plans d'eau pour se reproduire. On connaît bien le comportement et la biologie de ces amphibiens, mais en milieu aquatique seulement. Le reste de l'année, ils aiment se réfugier dans les anfractuosités souterraines comme les racines et les troncs d'arbres. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf pour Zami. Pousse-toi un peu de là. Ce sont des micro-trous. Impossible de glisser ma main dedans. L'ennui avec les salamandres, c'est qu'elles ne sont pas forcément où on les sent. Il peut très bien y avoir des trous dans le sol qui ne sont pas leur porte d'entrée. Quand Zami trouve quelque chose, il commence par s'asseoir. Parce que si c'est vraiment un triton, j'aime autant qu'il reste un peu à distance. Quand il a repéré une colonie, on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Comme ici, l'entrée est là. Et les colonies, il peut les sentir de bien plus loin. Muni d'une caméra d'inspection endoscopique,
Annegret passe au crible la cavité que Zami lui a indiquée. À l'œil nu, ce ne sont que des trous dans la terre. Des trous de souris ou des troncs d'arbres creux. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. On cherche les tritons par un temps comme aujourd'hui, en remuant beaucoup de bois mort et en espérant que la chance soit de notre côté. Mais leur population est si faible ici qu'il y a peu de probabilité d'en trouver. Pendant tout l'été, on a cherché même de nuit et on est toujours rentré bredouille. Le chien a reniflé énormément de colonies de son côté. Accompagnée de Molly, Léa est toujours à la recherche de la fratrie du louveteau. Grâce à la présence de différents indices, elle a déjà pu délimiter un périmètre d'investigation. Les deux complices semblent être sur une piste. Super! Une crotte de loup. Elle est plutôt fraîche et déposée dans de la bruyère. Le loup a certainement voulu la mettre bien en évidence, mais elle s'est enfoncée. Je n'aurais jamais trouvé, mais avec le flair de Molly, pas de problème. Pas mal du tout. Les loups devraient être dans les parages. Le piège photo pourrait livrer des renseignements importants sur la tanière des autres louveteaux. Léa est tout près du but. Elle pourrait bien dénicher des preuves de la présence de la famille loup. Le marquage des chemins doit être régulièrement renouvelé. Pour les loups, c'est le seul moyen de s'assurer que les frontières de leur territoire ne seront pas violées. Dans la grande majorité des cas, les marques olfactives sont respectées. En s'introduisant dans un territoire qui n'est pas le leur, les loups s'exposent à des affrontements très violents. Ici, le territoire des loups est assez restreint comparé à celui de leurs cousins scandinaves ou canadiens. Les données du monitoring indiquent que les loups, craintifs, adaptent leur comportement à leur habitat, à savoir aux zones habitées et aux forêts riches en gibier. La journée a été longue pour Léa et Molly. Des pleurotes en coquille, voilà de quoi faire un festin au dîner. Viens, Molly. Léa a fait des études de biologie à Cologne. Elle les a poursuivies à Vienne en les complétant par l'écologie et le management de la faune sauvage. Molly accompagne Léa depuis de longues années. Mais il n'y a que 3 ans que sa maîtresse s'est lancée dans l'aventure du dressage des chiens renifleurs. C'est devenu pour elle une véritable passion. Depuis, elle ne travaille plus exclusivement pour l'Institut Lupus. Le tandem s'est aussi lancé dans la recherche du chacal doré. Avec le lynx, Molly en est déjà à sa 3e spécialité. Retour à l'Institut. Dans le jardin, Léa a caché plusieurs échantillons d'excréments de lynx. Après des semaines d'entraînement, le moment est venu d'appliquer le savoir-faire à l'extérieur. Allez, viens, ma belle. Cherche maintenant. Aujourd'hui, Léa veut faire un meilleur temps et peaufiner l'aboiement de faible intensité.
On vient de voir que la recherche fonctionne bien. Elle a de toute évidence cette odeur dans sa mémoire olfactive. Mais le signal n'est pas encore bien acquis. Elle se disperse encore beaucoup. Elle semble me poser beaucoup de questions. Il faut que j'y travaille encore. À ce stade, je me demande si je dois récompenser l'aboiement de faible intensité ou si je dois attendre qu'elle aboie comme je le souhaite pour la récompenser. Il faut qu'elle s'entraîne encore séparément pour bien signaler, avant de pouvoir synchroniser recherche et signal. Molly n'est pas encore du tout prête pour aller sur le terrain, mais il nous reste encore un peu de temps pour nous entraîner. Pour trouver, pas de problème. C'est le signal qu'on doit améliorer. Quelques jours plus tard, un faon est trouvé mort dans le Harz, tué par un lynx. L'occasion pour Léa et Molly de passer aux travaux pratiques. En général, le lynx reste plusieurs jours dans le secteur où il se trouve pour se nourrir. La probabilité qu'il ait laissé des traces n'est donc pas négligeable. Même si l'entraînement de Molly n'est pas encore achevé, l'occasion est trop belle. Comment vous l'avez appris? Par quelqu'un ou par la télémétrie? Ce sont des randonneurs qui nous l'ont signalé. Lily a installé un piège photo juste après. Ah oui, c'est bien. Le lynx est revenu. Le voici. Il enjambe cette pierre et la carcasse est derrière. Depuis quand il s'en nourrit? On a trouvé la carcasse jeudi dernier, si bien qu'on pense qu'il n'en reste plus grand-chose maintenant. On peut donc y aller tranquillement. Comme ça vient de se passer, on devrait trouver des excréments sur place. Malou, la chienne d'Ole, est généralement la première à trouver les carcasses. Son flair est mis à contribution. Cherche le faon. Où est le faon? Ça fonctionne super bien. Assis, reste là. C'est bien. Reste. Il ne reste pas grand-chose, non? Non. Il a pris le meilleur, ce petit gourmet. Oui. On peut dire que la pitance est maigre. Les grands corbeaux sont aussi passés par là. On va regarder si on trouve encore quelque chose dans ce secteur, que le lynx aurait pu laisser. Ça ne va pas être facile car tout est complètement envahi par des herbes hautes. On n'a pas de vue dégagée et il faut garder les chiens constamment à ses côtés. Ce n'est pas ça le problème. Je me dis que c'est un peu difficile pour le chien d'avoir une odeur en tête dans un environnement aussi dense. Pour Molly, ça va, elle s'en tire très bien. La question est plutôt de savoir si je vais arriver à la suivre, mais ce n'est pas la plus rapide non plus. C'est vrai. Molly va-t-elle réussir à détecter des traces? De bois aux abords du cadavre. Souvent une cachette intéressante pour le lynx. Je l'avais repéré, celui-là. J'aurais presque envie de regarder un peu en haut, car ils aiment bien prendre de la hauteur. Les lynx aiment avoir un champ dégagé. Et si le spécimen avait laissé des traces ici? Mais non, mauvaise pioche. On aurait eu une ligne entre ici et le cadavre, mais il n'y en a pas. Je serais tentée de tracer un arc en partant de la route. Les lynx aiment bien enterrer leur déjection. Et dans les landes de bruyère très denses, ça ne facilite pas les recherches.
impossible de repérer quoi que ce soit à l'œil nu. Molly semble avoir déjà flairé quelque chose. Mais dans ce fouillis végétal, Léa ne peut pas trouver grand-chose. Où ça? Où ça? C'est où? Où exactement? Dis-moi, Molly. Super. Même si Molly n'a pas clairement donné le signal convenu, elle a peut-être quand même raison. Qu'est-ce que tu as bien travaillé, c'est super. C'est bien, non? C'est la première fois. Formidable. Montre un peu ce que vous avez trouvé. C'est bien enfoncé dans la terre. Tu as fait du bon boulot, Molly. Couleur terre, comme tout autour. D'après ma chienne, ça vient du lynx. Il faut la croire. On lui fait confiance. Formidable. Elle a très vite intégré cette odeur. C'était difficile de ne pas le remarquer. Mais les chiens ont besoin d'une certaine routine qui manque encore à Molly pour l'instant. Le signal n'est pas encore tout à fait au point. Il faut d'abord que je me pose la question de savoir quel signal je souhaite exactement. Au début, c'était différent, mais maintenant, je me rends bien compte que ce n'est pas le signal qu'elle préfère, même s'il m'irait bien à moi. Il faut juste qu'elle me montre et attire mon attention sur ce qu'elle veut. C'est terminé pour aujourd'hui. Molly a accompli sa mission. Encore un soupçon d'entraînement et elle sera une aide considérable pour détecter les lynx. Retour en Lusace. Chez Karsten, les guides et les amis des loups se retrouvent autour d'un feu de camp. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle ne vient pas? Coucou Lennart, je suis là. Salut. Ça sent tellement bon. J'ai une faim de loup. Tu es arrivé pile au bon moment, je dois dire. C'est quand même autre chose d'être assis autour du feu. C'est mieux que le buffet de gare, non? C'est le rêve, il n'y a pas mieux. Les pièges photos posés dans le territoire du loup trouvé mort ont livré quelques clichés. Mais ils sont beaucoup trop flous pour les distinguer. Léa est repartie au combat aux premières heures du jour. Avec un peu de chance, elle pourra observer les louveteaux. Je ne pense pas être fascinée par le loup en particulier, même s'il va sans dire que c'est une espèce captivante. Ce qui le rend encore plus intéressant en Allemagne, c'est que l'espace partagé avec l'homme est assez restreint. Cela révèle des facettes du loup qui ne sont pas forcément présentes chez le renard ou le chevreuil. Et cette dynamique fait ressortir les conflits qui peuvent opposer l'homme et la faune sauvage. Au petit matin, des silhouettes de loups se dessinent dans l'ombre des arbres. Pourrait-il s'agir des louveteaux tant recherchés? Lorsque les adultes reviennent de la chasse nocturne, ils retrouvent leur progéniture dans leur tanière. Si celle-ci est dans les parages, c'est peut-être l'occasion d'observer la meute au grand complet. C'est pour cela que Léa ne s'éloigne pas. Elle espère pouvoir les observer de près, à la lumière du jour. Le loup est strictement protégé par les droits européens et allemands.
Mais comme il fait toujours partie des espèces menacées, on veut surveiller comment sa population évolue exactement. Il faut se demander comment il va. Si l'on veut faire en sorte qu'il aille encore mieux, il faut venir sur place et prendre de ses nouvelles. Quelques louveteaux montrent enfin le bout de leur nez, les plus jeunes de la meute. Ils semblent avoir tous survécu. Je serais très contente de voir le loup regagner du terrain en Allemagne. Ça prouverait que nous avons su nous adapter à sa présence et non pas l'inverse pour une fois. Ce serait un signe encourageant. Je trouve ça très beau de voir que les loups vivent jusqu'à un âge avancé. Ils vivent de leur côté et nous nous contentons de les accompagner. J'aimerais que cette expérience locale puisse être étendue à l'échelle de tout le pays et qu'elle ne se cantonne pas au cercle des biologistes. Si mon enthousiasme pour cet animal pouvait être contagieux, ce serait bien. La meute semble à présent hors de danger. Bientôt, ses descendants exploreront d'autres secteurs, fonderont leur propre famille, reconquérant ainsi de nouvelles régions. Le loup a montré qu'il pouvait cohabiter avec l'homme. Mais ce dernier est-il prêt à l'accepter? La question reste ouverte.